Mon oncle envoie des hommes armés pour m'expulser, me croyant une simple infirmière. Le chef d'équipe défonce ma porte, mais stop net en découvrant mes identifiants, je suis des forces spéciales de la marine. Paniqué, il annule l'opération, réalisant leur grave erreur. Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 31 ans. Pour la famille de Valois, grande bourgeoisie de Bordeaux, je suis la honte qui n'inclut jamais sur la carte de vœux de fin d'année. La ratée. Celle qui a jeté aux oubliettes un avenir parfait de jeune fille de la haute société pour aller jouer avec des scalpels dans la marine nationale. Il s'imagine que je vide des bassins sur un navire-hôpital quelque part. Il pense que les cernes sous mes yeux viennent d'heures supplémentaires à faire les 3-8 dans une infirmerie flottante. Ils n'ont aucune idée que le sang sur mes mains ne vient pas de perfusion ou de pansement. Il vient de chirurgie de guerre sous des tirs de mortier, du fait d'avoir dû ouvrir la cage thoracique d'un fusilier marin dans un bâtiment en ruine de la vallée de Kapisa en Afghanistan, avec pour seul équipement une lampe frontale et une prière. Alors, quand l'avocat de mon oncle a débarqué à la ferme de ma grand-mère dans le Massif central avec 2 hommes de main armés et un faux avis d'expulsion, je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé mon café sur la rambarde de la terrasse, j'ai regardé ces 3 types plantés dans l'allée de gravier comme s'ils étaient chez eux, et j'ai dit, « Messieurs, vous avez exactement 30 secondes pour remonter dans cette voiture avant que je ne commence à traiter cette situation comme une urgence traumatologique. Et croyez-moi, vous n'avez vraiment pas envie d'être mes patients ce soir. » La famille de Valois possède une fortune ancienne à Bordeaux, qui remonte à bien avant le siècle dernier. Pas l'argent des vignobles, s'empresseront-ils de vous préciser, mais l'argent de l'armement maritime, qu'ils considèrent comme bien plus digne, comme si l'origine d'une richesse générationnelle avait de l'importance quand on l'utilise pour écraser les gens en dessous de soi. Ma grand-mère, Marguerite de Valois, était la dernière de la lignée d'origine. Elle s'était mariée dans la famille à 19 ans et avait survécu à tous les hommes qui avaient un jour essayé de lui dicter sa conduite. Elle avait 93 ans à son décès, l'esprit aussi vif qu'une lame de bistouri jusqu'à la toute fin. Les funérailles ont eu lieu à l'église Saint-Louis des Chartrons, le genre d'église où les bancs portent des plaques nominatives en laiton et où l'air sent le vieux bois et l'argent encore plus vieux. Je me suis assise au dernier rang. Je portais mon uniforme de cérémonie de la marine parce que c'était le plus beau vêtement que je possédais et parce que grand-mère Marguerite aurait voulu me voir en uniforme. Elle était la seule à m'avoir jamais posé des questions sur mon service sans faire suivre cela d'un « Mais quand vas-tu rentrer à la maison pour faire un vrai métier ?» Tout devant, mon oncle Richard siégeait au premier rang comme un roi tenant sa cour. Il avait 62 ans, les cheveux argentés et ce genre de bronzage qu'on n'obtient que sur les terrains de golf et les ponts de yacht. Il dirigeait Valois Logistique et Armement, l'entreprise familiale d'expédition, et il avait passé la dernière décennie à la transformer en un empire immobilier sur toute la côte atlantique. À côté de lui était assis son fils, mon cousin Tristan. Tristan avait 35 ans, la carrure d'un ancien joueur de rugby en train de s'empâter, et il affichait l'assurance vide d'un homme qui n'avait jamais rien gagné par lui-même de toute sa vie, mais qui croyait que tout lui était dû. Tristan était l'héritier présomptif, le garçon en or, celui sur lequel la famille investissait. J'étais celle qu'ils oubliaient d'inviter à Noël. Après la cérémonie, nous nous sommes tous réunis dans l'hôtel particulier des de Valois, sur le quai des Chartrons, pour la lecture du testament. La maison était une majestueuse bâtisse de 3 étages avec des balcons en fer forgé et un jardin qui sentait le jasmin et le jugement. Ma tante Béatrice avait fait préparer par un traiteur un buffet qui aurait pu nourrir un peloton entier. Des huîtres du bassin d'Arcachon, du foie gras, des cannelés et du vin de Saint-Émilion. J'ai pris un verre de thé glacé et je me suis tenue près de la fenêtre, regardant les branches des vieux chênes osciller à l'extérieur. Le notaire, maître Châtelet, était un homme mince avec des lunettes à fine monture métallique et une voix qui rappelait le froissement de feuilles mortes. Il a fait la lecture du patrimoine avec la précision d'un homme qui avait fait cela des centaines de fois. Les propriétés bordelaises allaient à Richard. Le portefeuille d'investissement était divisé entre Richard et Béatrice. Le bateau allait à Tristan. Chaque élément était accueilli par des hochements de tête satisfaits, l'approbation silencieuse de personnes recevant exactement ce qu'elles attendaient. Et finalement, maître Châtelet a déclaré, en ajustant ses lunettes,
Concernant la propriété située dans le Cantal, en Auvergne, la ferme et les 25 hectares de terres montagneuses environnantes, Richard a réajusté sa cravate. C'est la parcelle du Puy-de-Dôme. Nous avons déjà envoyé des géomètres là-bas. Le groupe de promoteurs veut commencer les travaux du complexe thermal d'ici avril. La propriété, a poursuivi Maître Châtelet, est léguée dans son intégralité à la petite-fille de Marguerite, Camille de Valois. La pièce n'est pas seulement devenue silencieuse, elle a été mise sous vide. Je pouvais entendre les glaçons bouger dans mon verre. Pardon, a dit Richard, en se levant si vite que sa chaise a raclé le parquet. Pourriez-vous répéter cela? Les instructions de Madame de Valois étaient explicites, a lu Maître Châtelet sur le document. À Camille, qui ne m'a jamais demandé le moindre centime, et qui est la seule personne de cette famille à comprendre que certaines choses valent plus que le prix auquel on peut les vendre. Puissent les montagnes lui offrir ce que nous n'avons jamais su lui donner. La paix. Le verre de vin de ma tante Béatrice a frappé la table assez fort pour en fêler le pied. C'est de la folie. Elle n'avait clairement plus toute sa tête. Ces terres valent 3 millions d'euros. Vous êtes en train de me dire qu'elle les lui a données, à elle? Elle m'a pointé du doigt de la même façon qu'on pointe une tache sur une nappe. Tristan a ri. C'était un son sec et laid. Camille, l'infirmière de la marine. Elle n'a même pas les moyens de chauffer cet endroit. Elle gagne quoi? 40 000 euros par an à changer des draps de lit. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur, a dit fermement Maître Châtelet. Richard a marché vers moi. Il se déplaçait lentement, délibérément, de la façon dont bouge un homme habitué à ce que les gens s'écartent de son chemin. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi et m'a regardé de haut. Il était grand. Moi non. Mais j'avais passé les 8 dernières années dans des salles d'opération où le patient meurt si vos mains tremblent. J'ai donc soutenu son regard sans ciller. Camille, a-t-il dit, d'une voix grave et paternelle, ce qui était son registre le plus dangereux. Soyons raisonnables. Tu ne veux pas de cette vieille ferme. Le toit fuit. La pompe du puits est morte. Tu dépenserais plus en réparation que ce que tu gagnes en 1 an. Je te donne 20 000 euros en liquide, tout de suite. Tu me signes l'acte de propriété et tu pourras retourner sur ton petit bateau jouer au docteur. Jouer au docteur, ai-je répété. Tu vois ce que je veux dire, il a souri. C'était le sourire d'un homme à qui personne d'important n'avait jamais dit non. 20 000 euros, c'est généreux. C'est une voiture neuve, des vacances, de quoi t'offrir quelque chose de beau. Ces terres valent 3 millions. Pas pour toi. Son sourire s'est durci. Pour toi, c'est un gouffre financier. Pour moi, c'est la pièce maîtresse d'un projet immobilier de 50 millions d'euros. J'ai des investisseurs. J'ai des contrats. J'ai des échéances. Ne rends pas les choses difficiles, Camille. Tu n'es pas taillée pour la difficulté. J'ai posé mon thé glacé sur le rebord de la fenêtre. Non, ai-je dit. Le mot est tombé comme une grenade. Le visage de Richard n'a pas changé, mais quelque chose derrière ses yeux a vacillé. C'était le même regard que j'avais vu chez des commandants à qui l'on venait de dire que leur plan était mauvais. L'incrédulité, suivie de la fureur. Pardon? Non. Je garde la ferme. Je garde les terres. Grand-mère me les a laissées parce qu'elle voulait que je les aie. Je vais honorer cela. Honorer? Richard a répété le mot comme s'il s'agissait d'une langue étrangère. Tu veux parler d'honneur? Tu as fui cette famille. Tu t'es engagée parce que tu étais trop paresseuse pour faire médecine. Tu as passé 10 ans à te cacher sur des bateaux pendant que le reste d'entre nous bâtissait quelque chose. Et maintenant, tu veux me faire la leçon sur l'honneur. Je n'ai pas fui, oncle Richard. J'ai marché vers quelque chose. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander quoi. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. J'avais fait 4 pas quand Tristan a bloqué mon chemin. Il était plus imposant que moi, plus large, et il se tenait assez près pour que je puisse sentir l'odeur du bourbon dans son haleine. Tu fais une erreur, Camille, a dit Tristan, sa voix tombant à un murmure. Papa ne perd jamais. Il n'a jamais perdu.
Si tu ne signes pas, les choses vont devenir très inconfortables pour toi. Je l'ai regardé. J'ai regardé ses mains douces, ses ongles manucurés, son polo Ralph Lauren. J'ai pensé à mes mains. Ces mains qui avaient tenu le cœur d'un sergent mourant et l'avaient massé pour le ramener à la vie. Ces mains qui avaient pratiqué une chirurgie d'urgence dans un hélicoptère en plein virage serré au-dessus du Mali. Ces mains qui avaient suturé des blessures à la lueur d'une lampe de poche dans un sous-sol syrien pendant que l'artillerie faisait trembler la poussière du plafond. Tristan, ai-je dit calmement. J'ai été dans des situations inconfortables dans des endroits que tu ne pourrais même pas trouver sur une carte. Bouge. Il a bougé. Pas parce qu'il le voulait, mais parce que quelque chose dans ma voix a poussé son corps à obéir avant que son cerveau ne puisse protester. Je suis sorti de l'hôtel particulier des Devalois sur le quai des Chartrons pour la dernière fois. Si vous avez déjà eu quelqu'un dans votre famille qui a essayé de vous intimider pour vous voler ce qui vous revenait de droit, appuyez sur le bouton « J'aime » et commentez « Pas à vendre » ci-dessous. Montrez-leur que nous ne plions pas. Le trajet en voiture de Bordeaux jusqu'aux montagnes d'Auvergne prend environ 4 heures par l'autoroute A89, coupant à travers le ventre vert de la France pour s'enfoncer dans les plis brumeux du Massif central. J'ai fait la route dans ma Peugeot 208 vieille de 12 ans, avec le voyant moteur allumé et la climatisation en panne. La voiture tremblait sur chaque nid de poule comme si elle déposait une plainte. Mais elle m'y a amené. Elle m'y amenait toujours. Je suis arrivé à la ferme au moment où le soleil se couchait derrière la ligne de crête, transformant le ciel en couches de cuivre et de violet. La maison se trouvait au bout d'un chemin de terre, entouré de 25 hectares de prairies vallonnées et de forêts de feuillus. C'était une grande bâtisse en pierre de taille construite en 1948 par mon arrière-grand-père, avec des fondations solides, une terrasse couverte et un toit en tôle rouge qui avait connu de meilleures décennies. Richard avait raison sur un point. L'endroit était en piteux état. Les planches de la terrasse étaient pourries par endroits. Le robinet de la cuisine fuyait à un rythme régulier. La salle de bain de l'étage avait une fissure au plafond qui laissait passer un fin sifflement d'air montagnard. Mais l'ossature était bonne. L'âtre en pierre du salon était massif. Les poutres apparentes au plafond étaient en chêne, aussi épaisses que des traverses de chemin de fer. Et la vue depuis la terrasse arrière, ces collines verdoyantes qui plongeaient vers la vallée, valaient plus que tout ce que Richard n'avait jamais construit. J'ai passé les 3 premiers jours à travailler. J'ai rafistolé le toit. J'ai remplacé les planches de la terrasse. J'ai nettoyé les gouttières et fendu du bois de chauffage jusqu'à ce que mes épaules brûlent et que mes paumes se couvrent d'ampoules par-dessus mes vieilles callosités. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai juste travaillé, et à chaque clou que j'enfonçais, je sentais quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Le 3e soir, je me suis assise sur la terrasse avec une grande tasse de café noir, regardant les étoiles apparaître. Le ciel d'Auvergne est différent de tous les autres endroits où je suis allée. Il n'a pas la luminosité agressive d'un ciel du désert ni la clarté glaciale de l'Atlantique Nord. Il est plus doux, comme si l'univers vous montrait juste assez de choses pour vous rappeler à quel point vous êtes petit sans vous faire sentir insignifiant. Mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Maman. J'ai failli ne pas répondre, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Allô, maman. Camille Elisabeth de Valois. Sa voix était l'équivalent verbal d'une gifle. Je viens d'avoir ton oncle au téléphone. Il est hors de lui. Ta tante Béatrice pleure depuis 2 jours. Comment oses-tu humilier cette famille? Je n'ai humilié personne, maman. J'ai accepté ce que grand-mère m'a laissé. Ces terres appartiennent au projet de Richard. Il planifie ce complexe thermal depuis 3 ans. Il a des investisseurs, Camille. Des gens importants. Et toi, tu vas rester assise là-haut dans cette cabane et tout gâcher à cause de quoi? L'entêtement. L'orgueil. Parce que grand-mère voulait que je l'aie. Ta grand-mère avait 93 ans. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait. Elle pensait probablement que tu étais encore cette petite fille qui cueillait des fleurs sauvages dans la prairie. Elle ne savait pas que tu étais devenue ça, cette personne froide, égoïste et ingrate. J'ai fermé les yeux. Les étoiles sont devenues floues. Maman,
j'ai sauvé la vie d'un homme le mois dernier. Il avait 22 ans. Un engin explosif improvisé lui avait arraché les 2 jambes. Je l'ai opéré pendant 11 heures. Il est en vie grâce à moi. Est-ce que ça compte pour quelque chose? Est-ce que ça s'enregistre sur ton échelle de valeur, au moins un peu? Il y a eu un silence. Puis, c'est très gentil, Camille. Mais Richard construit des choses qui durent. Des hôtels, des communautés, des emplois. Qu'est-ce que tu construis, toi? Tu te contentes de rafistoler les gens pour les renvoyer se faire briser à nouveau. Signe l'acte. Prends l'argent. Arrête de nous faire honte. La ligne a coupé. Je suis restée assise là un long moment, laissant le silence de la montagne remplir l'espace que ces mots avaient creusé en moi. Je n'ai pas pleuré. Pleurer ne répare rien. Mais je me suis autorisée à le ressentir. Cette douleur si spécifique d'être invisible aux yeux des personnes qui sont censées vous voir le plus clairement. Ensuite, j'ai sorti mon autre téléphone. Pas le smartphone civil. Celui fourni par le commandement des opérations spéciales de la Marine nationale. Le téléphone crypté. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Ça a sonné une fois. De Valois. La voix à l'autre bout était féminine, brève, et chaleureuse de la façon dont l'acier peut l'être si vous l'avez tenu assez longtemps. Capitaine de vaisseau Valérie Tardieu, Marine nationale française, mon officier commandant est la personne qui se rapprochait le plus d'une mère qui en avait vraiment quelque chose à faire. Capitaine, ai-je dit. C'est Camille. Je sais qui c'est, capitaine de corvette. Ta voix a cette fréquence spécifique qu'elle prend quand ta famille se comporte comme des ordures. Parle-moi. J'ai relâché un souffle qui semblait coincé dans ma poitrine depuis une semaine. Je lui ai tout raconté. Le testament, la ferme, les menaces de Richard, l'intimidation à peine voilée de Tristan, l'appel de ma mère. Tardieu a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu un silence. Camille, a-t-elle dit, tu te souviens du Mali? Le 3e étage de cet hôpital, celui que les insurgés avaient piégé avec des explosifs. Oui, mon capitaine. Tu es entré dans ce bâtiment en sachant qu'il pouvait exploser à tout moment. Tu as opéré 4 blessés pendant que notre équipe de déminage neutralisait encore les charges à l'étage du dessous. Quand je t'ai demandé après coup pourquoi tu n'avais pas attendu le signal de fin d'alerte, tu te souviens de ce que tu m'as répondu? J'ai dit que les patients ne pouvaient pas attendre. Tu as dit que les patients ne pouvaient pas attendre. C'est ce que tu es, Camille. Tu entres dans des endroits qui feraient fuir des hommes faits, et tu fais le travail. Ton oncle est un homme qui n'est jamais entré dans une pièce d'où il ne pouvait pas s'échapper en payant. Il n'est pas préparé pour quelqu'un comme toi. Il a de l'argent, capitaine. Beaucoup. L'argent est une arme bruyante. La précision est une arme silencieuse. Tu es la personne la plus précise avec laquelle j'ai jamais servi. S'il vient te chercher, il ne trouvera pas une victime. Il trouvera un chirurgien. Et les chirurgiens savent exactement où couper. Merci, capitaine. Ne me remercie pas, tiens la ligne. Et Camille, l'amiral a posé des questions sur toi. Quelque chose à propos de la Légion d'honneur et d'une cérémonie au ministère des Armées. Quand tu en auras fini avec les bêtises de ta famille, appelle son bureau. J'ai raccroché et j'ai regardé les étoiles. L'amiral, le ministère, une médaille pour cette opération en Syrie qui n'a officiellement jamais eu lieu, où j'ai dirigé une équipe médicale derrière les lignes ennemies pour extraire des opérateurs blessés d'un complexe activement bombardé. J'avais pratiqué 9 opérations chirurgicales en 14 heures. 3 de ces patients étaient cliniquement morts quand j'ai commencé. Ma mère pensait que je changeais des draps. Mon oncle pensait que j'étais une étudiante ratée qui jouait à faire semblant. Il n'avait aucune idée que la femme discrète en uniforme de cérémonie de la marine était une chirurgienne de guerre disposant d'une habilitation très secret défense. Personnellement réclamée par les commandants des forces spéciales pour les opérations médicales les plus dangereuses sur le terrain. Ils ne le savaient pas parce que je ne le leur avais jamais dit, et je ne le leur avais jamais dit parce qu'ils n'avaient jamais posé la question. Pas une seule fois en 10 ans, quelqu'un de ma famille ne m'a demandé, « Camille, que fais-tu exactement ?» Ils ont juste fait des suppositions.
Et les suppositions étaient sur le point de coûter très cher à la famille de Valois. Les 72 heures suivantes ont été calmes, étrangement calmes. J'ai continué à travailler sur la ferme. J'ai installé de nouvelles serrures sur les 2 portes. J'ai réparé la pompe du puits. J'ai débroussaillé la lisière des arbres pour avoir un champ de vision dégagé depuis la terrasse jusqu'à la route. De vieilles habitudes. La 4e nuit, j'étais assise dans la cuisine à lire à la lueur d'une bougie, un petit luxe que je préférais à la lumière crue des néons, quand je l'ai entendu. Pas un son exactement, plutôt l'absence de son. Les grillons se sont tus. À la montagne, quand les grillons deviennent silencieux, cela signifie que quelque chose de gros a pénétré dans leur espace. Quelque chose qui n'a rien à y faire. J'ai fermé mon livre. J'ai glissé la main sous la table de la cuisine et j'en ai sorti le fusil à pompe calibre 12 que j'avais acheté légalement à l'armurerie de la ville. J'avais aussi acheté des projecteurs à détecteur de mouvement, un système de caméra de chasse et assez de matériel de premier secours pour équiper un hôpital de campagne. Le caissier m'avait regardé bizarrement. Je lui avais dit que j'attendais de la visite. Je me suis approchée de la fenêtre. La lune était pleine, projetant une lumière argentée sur la prairie. Au bout du chemin de terre, j'ai vu des phares. 3 véhicules. 2 SUV noirs et une berline Mercedes blanche. Ils roulaient sans précipitation, ce qui voulait dire que ce n'étaient pas des flics. Les flics conduisent comme s'ils étaient en retard. Ces véhicules avançaient comme s'ils avaient tout le temps du monde, comme si la route leur appartenait, comme si tout leur appartenait. La Mercedes s'est garée en bas de l'allée. Les SUV ont continué à monter, s'arrêtant à environ 50 mètres de la maison. Les portières se sont ouvertes, des hommes en sont descendus. 6 en tout. Ils portaient des vêtements sombres, des bottes tactiques, et ils avaient cette démarche arrogante typique de la sécurité privée, pas de l'armée. L'armée se déplace avec un but précis. Ces hommes se déplaçaient avec de l'attitude. C'était le genre de type qu'on engageait parce qu'ils faisaient peur, pas parce qu'ils étaient compétents. Une 7e silhouette est descendue du premier SUV. C'était un homme plus âgé, plus corpulent, portant une veste de sport sur un col roulé noir. Il tenait un porte-bloc et dégageait l'énergie d'un homme habitué à annoncer de mauvaises nouvelles à des gens qui ne pouvaient pas riposter. « Mademoiselle de Valois », a-t-il crié, sa voix résonnant sur le gravier. « Je m'appelle Gérard Fontaine. Je suis un avocat représentant Valois Logistique et Armement. J'ai une ordonnance du tribunal pour votre expulsion immédiate de cette propriété. Je suis resté à l'intérieur. Je n'ai pas allumé la lumière de la terrasse. J'ai parlé à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Une ordonnance du tribunal. Sur quel motif ? La succession est contestée. Monsieur Richard de Valois a déposé un référé d'urgence, affirmant que le testament a été rédigé sous la contrainte. Jusqu'à ce que l'affaire soit résolue, vous êtes tenu de libérer les lieux. À 23 heures, avec 6 gardes du corps armé. Ce n'est pas une ordonnance du tribunal, maître Fontaine. C'est une opération d'intimidation. Fontaine s'est agité, mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à de la résistance. Il avait l'habitude de traiter avec des locataires, des mères célibataires, des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer un avocat. Des gens qui voyaient 6 hommes baraqués et un porte-bloc, et qui cédaient. Mademoiselle, je vous conseille vivement de coopérer. Mon client m'a autorisé à vous offrir une somme supplémentaire de 50 000 € pour votre départ volontaire ce soir. C'est une offre généreuse. Votre client a essayé d'acheter des terres d'une valeur de 3 millions pour 20 000. Maintenant il essaie avec 50 000. Il va dans la bonne direction, mais il lui manque encore environ 2 950 000 €. Dites à Richard que la réponse est toujours non. Le visage de Fontaine s'est durci. Il s'est tourné et a fait un signe de tête aux hommes. L'un d'eux, le plus imposant, s'est avancé. Il faisait au moins un m90 pour 110 kilos, et il avait le regard vide d'un homme qui résolvait les problèmes avec ses poings. Petite dame, a dit le colosse, sa voix épaisse et ennuyée. On peut faire ça en douceur ou on peut faire ça à la dure. C'est votre choix. J'ai armé la pompe du fusil calibre 12. Le bruit mécanique a résonné sur les collines comme un coup de tonnerre.
Messieurs, ai-je dit, toujours invisible derrière la fenêtre sombre. Je suis un officier de la Marine nationale française sur une propriété privée qui m'appartient légalement. Vous êtes en violation de domicile. J'ai un fusil à pompe calibre 12, une très bonne compréhension de la notion de légitime défense, et absolument rien de prévu à mon emploi du temps demain. Alors, laissez-moi vous poser une question. À quel point voulez-vous vraiment que ce soit à la dure? Le colosse a hésité. Il a regardé Fontaine. Fontaine a regardé les fenêtres sombres de la ferme. Aucun d'eux ne pouvait me voir. Ils ne pouvaient qu'entendre ma voix. Calme, mesurée, clinique, surgissant des ombres comme l'évaluation d'un chirurgien avant une procédure délicate. Nous reviendrons, a dit Fontaine en se repliant vers le SUV, essayant de sauver la face. Apportez du café, ai-je lancé. La nuit va être longue pour vous. Ils sont partis. Les feux arrière ont disparu au bout du chemin de terre. Les grillons ont recommencé à chanter. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise sur le fauteuil à bascule de la terrasse, le fusil en travers des genoux et mon téléphone crypté à la main. J'ai envoyé un SMS au capitaine Tardieu. 3 mots. Ils ont contacté. Sa réponse est arrivée en 90 secondes, documente tout. Reste en alerte. J'ai appelé la gendarmerie locale. Un gendarme a répondu, l'air à moitié endormi. J'ai décliné mon identité et signalé l'intrusion. Il a pris mes coordonnées et a dit qu'il enverrait quelqu'un le lendemain matin. Sa voix avait cette platitude particulière d'un homme à qui quelqu'un de plus riche que moi avait déjà dicté ce qu'il devait faire. Richard avait corrompu les forces de l'ordre local. Ça ne m'a pas surprise. L'argent est un passe-partout. Il ouvre toutes les serrures bon marché, mais il n'ouvre pas celles qui comptent vraiment. J'ai passé les 2 heures suivantes à faire quelque chose que la famille de Valois ne comprendrait jamais. Je me suis préparé. Pas avec des armes, mais avec des informations. J'ai sorti mon ordinateur portable et je me suis connecté via un VPN sécurisé. J'ai accédé au registre du cadastre. L'acte de propriété était en règle, enregistré par Maître Châtelet le lendemain de la lecture du testament. Aucun privilège, aucune hypothèque, aucun litige sur le titre foncier. Le référé d'urgence de Richard était une pure fiction. Aucun tribunal de la région n'avait émis un tel ordre. Il l'avait fabriqué de toutes pièces, ce qui signifiait que son avocat, Gérard Fontaine, avait été soit dupé, soit complice de fraude. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai sauvegardé les fichiers sur 3 disques cryptés séparés. J'en ai envoyé des copies par courriel au capitaine Tardieu, à Maître Châtelet, et à un officier juriste que je connaissais à la base navale de Toulon, qui me devait une faveur depuis que j'avais sauvé le rein de son frère lors d'une opération en déploiement. Ensuite, je suis sorti vérifier mes caméras de chasse. Les détecteurs de mouvement avaient tout enregistré. 6 hommes, 3 véhicules, plaques d'immatriculation, visage, horodatage. Gérard Fontaine tenant son porte-bloc, le colosse s'avançant. Tout y était. Une qualité de vision nocturne d'une clarté cristalline. Richard avait envoyé des hommes pour effrayer une femme qu'il prenait pour une simple infirmière. Il ne réalisait pas qu'il venait de mener une opération illégale contre quelqu'un qui avait passé la dernière décennie à documenter des activités hostiles en zone de guerre. Je savais comment monter un dossier à faire pleurer de joie un procureur de la République. À l'aube, j'avais assez de preuves pour noyer l'équipe juridique de la famille de Valois sous la paperasse pendant 10 ans. Mais je n'avais pas terminé. Richard n'était pas du genre à envoyer une seule vague. Il était du genre à faire monter les enchères. Et les hommes qui font monter les enchères font toujours de plus grosses erreurs. La deuxième vague est arrivée 48 heures plus tard. Cette fois, ils ne se sont pas embarrassés d'un avocat. Il était un peu plus de minuit. L'air de la montagne était lourd de l'odeur de la pluie, et le tonnerre lointain roulait dans la vallée comme des tirs d'artillerie. J'étais dans la cuisine en train de me préparer du thé quand l'alerte de la caméra a vibré sur mon téléphone. J'ai vérifié le flux vidéo. 4 véhicules cette fois. Tous noirs, sans plaque. Ils s'étaient garés à 400 mètres en bas de la route et approchaient à pied. 8 hommes portant des gilets pare-balles et armés de fusils d'assaut.
Ce n'étaient pas des agents de sécurité de pacotille. C'étaient des contractants militaires privés. Des vrais. Sociétés militaires privées. Richard était passé au niveau supérieur. J'ai senti mon rythme cardiaque ralentir. Ma respiration s'est approfondie. La cuisine autour de moi a semblé devenir plus nette. Chaque arête devenait précise, chaque ombre devenait une information. C'est ce qui se produit quand une décennie de médecine de combat reprogramme votre système nerveux. Là où d'autres ressentent de la panique, je ressens de la clarté. Là où d'autres voient le chaos, je vois un triage médical. Je me suis déplacé dans la maison avec un but précis. J'ai coupé le disjoncteur, plongeant la ferme dans l'obscurité totale. J'ai enfilé mes bottes tactiques et j'ai attrapé le sac d'intervention que je gardais près de la porte de derrière. À l'intérieur, il y avait mon fusil à pompe, une trousse de traumatologie, des colliers de serrage en plastique, des fusées de détresse, un projecteur portatif assez puissant pour aveugler temporairement quiconque dans un rayon de 15 mètres. Et la lunette de vision nocturne que j'avais gardée depuis mon dernier déploiement. Un équipement qui aurait techniquement dû être rendu à l'armurerie, mais qui avait la fâcheuse habitude de me suivre à la maison. J'ai pressé la lunette contre mon œil. Le monde est devenu vert et net. Je pouvais les voir se déplacer à travers la lisière des arbres, se déployant pour approcher la maison de 3 côtés différents. Ils communiquaient par signe de la main. Ils avaient déjà fait cela, mais ils ne l'avaient jamais fait contre quelqu'un comme moi. Sur le terrain, j'avais opéré dans des conditions qui feraient fermer n'importe quel hôpital civil. J'avais pratiqué des chirurgies pendant des fusillades. J'avais installé des postes de triage dans des bâtiments en train de s'effondrer. J'avais appris à fonctionner dans le chaos de la même façon qu'un poisson fonctionne dans l'eau. Pas en luttant contre, mais en bougeant avec. Je suis sorti par la porte arrière et j'ai contourné la maison, en restant accroupi, me déplaçant à travers les hautes herbes le long de la clôture. Je connaissais cette propriété intimement. J'y avais passé mes étés quand j'étais enfant. Je savais où le sol se creusait, où le vieux muret de pierre créait un abri naturel, où le lit du ruisseau passait assez près de la maison pour offrir une couverture. Je me suis positionné derrière l'abri en pierre du puits, à 30 mètres de la terrasse avant. De là, je pouvais voir toute leur approche. 8 hommes se regroupant devant la porte d'entrée. L'un d'eux portait un bélier d'effraction. Ils allaient forcer l'entrée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement. Preuve vidéo, horodatée, géolocalisée. Ensuite, j'ai activé les projecteurs. J'avais câblé 6 lampes industrielles à détecteur de mouvement autour de la propriété au cours des 2 derniers jours. Chacune crachait 50 000 lumens. Quand elles se sont allumées simultanément, l'effet a été semblable à l'éclairage d'un stade de foot s'allumant à minuit. Toute la cour avant est passée de l'obscurité totale à un blanc aveuglant en une fraction de seconde. Les hommes se sont figés. Ils ont levé les bras pour se protéger les yeux. Leur équipement de vision nocturne était saturé et détruit. Leur avantage tactique venait de s'évaporer dans un mur de lumière. Vous êtes en violation de propriété privée, ai-je dit, ma voix amplifiée par le mégaphone que j'avais acheté à la même quincaillerie. Vous êtes filmés. Vos véhicules ont été photographiés. Vos identifiants ont été documentés. La Direction générale de la sécurité intérieure de Clermont-Ferrand a été prévenue. Vous avez 60 secondes pour vous retirer avant que les agents fédéraux n'arrivent. Cette dernière partie était un coup de bluff. La DGSI ne venait pas. Pas encore. Mais il l'ignorait. Le chef d'équipe, un homme trapu portant une barbe tactique, s'est remis le plus vite. Il a plissé les yeux face à la lumière, essayant de localiser ma position. Madame, nous avons l'autorisation de sécuriser cette propriété. Sortez les mains en l'air. Autorisation de qui? De Richard de Valois. Il ne possède pas cette propriété. C'est la mienne. Ce qui signifie que vous commettez une tentative de cambriolage à main armée au domicile d'un officier de l'État. C'est un minimum de 15 ans de prison criminelle. Officier de l'État? La voix du chef d'équipe a légèrement vacillé. Capitaine de corvette Camille de Valois, Marine nationale.
Chirurgien de combat rattaché au commandement des opérations spéciales. Avant de faire votre prochain mouvement, je veux que vous réfléchissiez très attentivement à ce qui se passe lorsque vous agressez un officier commissionné de l'armée française sur sa propre propriété. Ce n'est plus une affaire civile. C'est un crime fédéral. Et je vous promets que les gens pour qui je travaille ne négocient pas. Ils poursuivent en justice. Il y a eu un long et pesant silence. Le chef d'équipe faisait le calcul. Les contractants militaires privés vivent et meurent grâce à leur licence. Une accusation criminelle signifie la perte de leur habilitation de sécurité. Perdre leur habilitation signifie perdre leur carrière. Aucun chèque signé par Richard de Valois ne valait ça. Repli, a dit doucement le chef d'équipe. Tout le monde se replie. Ils se sont fondus dans l'obscurité plus vite qu'ils n'étaient apparus. Dans les 3 minutes, j'ai entendu des moteurs démarrer au bout de la route. J'ai baissé le mégaphone. Mes mains étaient stables. Elles sont toujours stables. C'est le seul don que ma famille ne m'a jamais fait et qu'elle ne pourra jamais me reprendre. J'ai sorti mon téléphone crypté et j'ai appelé le capitaine Tardieu. Capitaine. 2e incursion. 8 SMP armés. Tentative d'effraction forcée. J'ai tout en vidéo. Envoie-moi ça maintenant. Je réveille le service juridique. Il y a autre chose? Je dois passer à la vitesse supérieure. Richard ne va pas s'arrêter. Il dépense de l'argent sérieux maintenant. Des milices privées. Il continuera à envoyer des gens jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé. Reçu. Je passe un appel. Camille, tu te souviens de l'amiral Blanc, le médecin-chef de la marine? Affirmatif. Il suit ta carrière depuis l'opération au Mali. Il a des amis au ministère de la Justice. De très bons amis. Je vais le briefer cette nuit. Tiens la ligne jusqu'au matin. Tu peux faire ça? J'ai regardé la ferme illuminée comme un phare dans les montagnes sombres. J'ai regardé les étoiles au-dessus de ma tête. Les mêmes étoiles que ma grand-mère et moi avions l'habitude de compter depuis cette même terrasse. Capitaine, j'ai tenu la ligne dans des endroits bien pires qu'ici. Je serai là. Le matin s'est levé. Le soleil a peint les monts d'Auvergne dans des tons d'or et d'ambre, et pendant quelques minutes, les montagnes ont semblé être en feu. J'en étais à ma 3e tasse de café quand j'ai entendu le bruit. Pas des véhicules cette fois. Pas des bottes sur le gravier. Quelque chose de plus imposant. Un battement rythmé que j'ai ressenti dans mon sternum avant même de l'entendre avec mes oreilles. Des pales de rotor. J'ai marché jusqu'au bord de la terrasse et j'ai regardé vers l'est. Au-dessus de la crête, se découpant contre le soleil levant, un hélicoptère militaire caïman a survolé la montagne. Il était suivi d'un second. Ce n'étaient pas des vols civils. Ils arboraient la peinture gris mat de la Marine nationale. Ils sont descendus dans la prairie derrière la ferme, le souffle des rotors couchant les hautes herbes en cercle concentrique. Avant même que les roues ne touchent le sol, la porte latérale a coulissé et des hommes en uniforme d'intervention de la marine ont sauté, se déplaçant avec cette précision fluide que j'ai instantanément reconnue. La gendarmerie maritime. Et puis, du premier hélicoptère, une silhouette est descendue. Elle était grande, svelte, et marchait avec ce genre d'autorité qui n'a pas besoin de s'annoncer. La capitaine de vaisseau Valérie Tardieu, en tenue de cérémonie complète, ses galons brillants dans la lumière du matin. Derrière elle, dans un costume sombre, marchait un homme que je connaissais grâce à des briefings mais que je n'avais jamais rencontré en personne. Le procureur de la République David Mercier. Tardieu a monté les marches de la terrasse. Elle s'est arrêtée devant moi, l'espace d'un instant, sa prestance officielle s'est adoucie en quelque chose de presque maternel. Capitaine de corvette de Valois, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde dans la prairie puisse l'entendre. Statut de la mission? J'ai redressé le dos. J'ai posé mon café. Périmètre sécurisé, capitaine. Tous les éléments hostiles se sont retirés. Preuve préservée. Excellent. Tardieu s'est tourné vers le procureur Mercier. La propriété est sécurisée. Vous pouvez y aller. Mercier a hoché la tête.
Il était déjà au téléphone, coordonnant avec la gendarmerie nationale. Dans l'heure qui suivrait, des agents seraient à l'hôtel particulier de Richard à Bordeaux avec des mandats d'arrêt. C'est à ce moment-là que la Mercedes blanche a déboulé sur le chemin de terre, dérapant sur le gravier et soulevant un nuage de poussière. Elle a freiné brutalement à la lisière de la prairie. Richard en est sorti, le visage violet de rage. Derrière lui, dans une deuxième voiture, se trouvaient mes parents, ma tante Béatrice et Tristan. Ils avaient roulé depuis Bordeaux toute la nuit, s'attendant probablement à me trouver parti. La ferme vide, le problème résolu. À la place, ils ont trouvé 2 hélicoptères militaires, une douzaine de gendarmes maritimes lourdement armés, un procureur de la République, et moi, debout sur la terrasse en train de boire du café. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » a hurlé Richard en marchant vers la maison. « C'est une propriété privée. Foutez le camp de mes terres avec vos hélicoptères. »« Ce ne sont pas vos terres, monsieur de Valois » a déclaré le procureur Mercier en s'avançant. Il a brandi un dossier. « Ce sont les siennes, et vous êtes en état d'arrestation. »« En état d'arrestation pourquoi ?» Le visage de Richard est passé du violet au blanc. Fraude, association de malfaiteurs, violation de domicile et commandite d'agression armée contre un officier de l'État. Votre avocat, Maître Fontaine, a déjà été placé en garde à vue. Il s'est montré très coopératif. 2 gendarmes maritimes se sont avancés et ont pris Richard par les bras. Il s'est débattu, postillonnant, sa pochette en soie tombant dans la poussière. « Savez-vous qui je suis » a hurlé Richard. « Je suis Richard de Valois. J'ai bâti la moitié du port de Bordeaux. J'ai des ministres en numéros abrégés. Vous ne pouvez pas me faire ça. » En fait, a dit Tardieu en descendant les marches avec le calme d'une femme qui commandait des navires de guerre, nous le pouvons, et nous le faisons. Ma mère s'est précipitée en avant. Elle n'a même pas regardé les hélicoptères ni les forces de l'ordre. Elle m'a regardé, et son visage n'était qu'un champ de bataille fait d'incompréhension. « Camille » a-t-elle balbutié. « Que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il des soldats ici ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Je n'ai rien fait, maman. J'ai juste documenté ce que Richard a fait, et je l'ai signalé aux autorités compétentes. La capitaine Tardieu s'est tournée lentement. Elle a regardé ma mère avec une expression que je l'avais vue utiliser sur de jeunes officiers qui venaient de dire quelque chose de catastrophiquement stupide. « Madame, a dit Tardieu, votre fille n'est pas infirmière. Le capitaine de corvette Camille de Valois est le chirurgien de combat principal des forces spéciales de la marine. Elle a pratiqué plus de 300 interventions chirurgicales sur le terrain dans des zones de combat actifs. Elle est décorée de la Croix de la valeur militaire pour héroïsme extraordinaire sous le feu ennemi. Elle a sauvé la vie de plus de militaires que je ne pourrais en compter, y compris le fils d'un sénateur, 2 agents des services de renseignement, et un chef d'État étranger dont l'identité est classifiée. » Tardieu a fait un pas de plus vers ma mère. Le médecin-chef de la marine la considère comme l'un des atouts médicaux les plus précieux du ministère des Armées. Le ministre de la Défense en personne l'a recommandé pour une promotion au grade de capitaine de frégate. Et il y a 3 semaines, elle a été nominée pour la Légion d'honneur pour une opération chirurgicale qui a sauvé 11 vies lors d'un sauvetage d'otages dont vous ne lirez jamais un mot dans aucun journal. La bouche de ma mère s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Mon père, qui se tenait derrière elle, m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. J'ai vu ses yeux passer de mes mains cicatrisées à mon visage, puis au capitaine debout à côté de moi. J'ai vu quelque chose se fissurer derrière son expression. Pas encore de la compréhension, mais le début de celle-ci. La première brèche dans le mur qu'il avait construit entre ce que j'étais et ce qu'il avait décidé que j'étais. « Camille » a-t-il murmuré. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Je l'ai regardé pendant un long moment. « Tu n'as jamais posé la question, papa. Pas une seule fois en disant quelqu'un dans cette famille ne m'a demandé ce que je faisais vraiment. Vous avez décidé que je n'étais rien, et vous n'avez jamais cherché plus loin. » Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel silence que j'avais connu en zone de guerre. Au combat, le silence signifie que les tirs ont cessé. Ici, il signifiait que quelque chose s'était brisé et qu'aucun point de suture ne pourrait le réparer.
Richard a été emmené vers un véhicule de gendarmerie. Tristan, pâle et tremblant, a été informé que son implication ferait l'objet d'une enquête. Ma tante Béatrice s'est assise dans sa voiture et a pleuré. Mes parents sont restés plantés dans l'allée à me regarder comme s'ils voyaient une étrangère. Tardieu est remontée sur la terrasse. Elle s'est tenue à mes côtés, toutes les deux observant la scène en contrebas. Ça va, Camille? J'ai pris une gorgée de café. Il était froid maintenant, mais ça m'était égal. Je vais bien, capitaine. L'amiral veut savoir si tu souhaites également porter plainte contre tes parents. Ils pourraient avoir été complices dans la conspiration. J'ai regardé ma mère, debout dans l'allée, la main sur la bouche. J'ai regardé mon père, les épaules affaissées, son arrogance complètement drainée. Non, ai-je dit. Ce ne sont pas eux qui ont envoyé les hommes. Ils n'ont envoyé que des mots. Et aux mots, je peux survivre. Tardieu a hoché la tête. Tu es une meilleure personne que ce qu'ils méritent, Camille. Je suis chirurgien, capitaine. Je répare les choses, même quand elles sont brisées au point d'être méconnaissables. Surtout à ce moment-là. Tardieu a souri. Elle a tendu la main et m'a serré l'épaule. C'était un petit geste, mais il contenait plus de chaleur que tout ce que ma famille ne m'avait jamais offert. Allez, viens, a-t-elle dit. Rentrons. Je crois que tu m'as promis une tasse de café. Nous sommes entrés dans la ferme. La porte s'est refermée derrière nous, solide et ferme. Une barrière entre le chaos extérieur et la paix intérieure. 8 mois plus tard, la ferme auvergnate n'avait plus le même aspect. La terrasse avait été reconstruite avec du bois traité, offert par un vétéran de l'armée qui tenait une scierie près de Clermont-Ferrand. Le toit était neuf, la vieille tôle remplacée par un bac acier étincelant qui captait la lumière du soleil et la renvoyait au ciel. La pompe du puits fonctionnait. La cuisine avait été rénovée, non pas avec des plans de travail en marbre et de la robinetterie de designer, mais avec de solides billots de boucher et une gazinière de qualité commerciale, le genre qu'on trouve dans les réfectoires de l'armée. Car désormais, la ferme nourrissait plus de bouches que la mienne. Je me tenais sur la terrasse arrière, regardant la brume s'élever de la vallée. J'avais une lettre à la main. Elle était écrite sur du papier à en-tête de la prison de la Santé à Paris, où Richard de Valois attendait sa sentence. « Chère Camille, disait-elle. J'espère que tu pourras trouver dans ton cœur la force de me pardonner. J'avais tort. Les avocats disent que si tu écris une lettre en ma faveur, le juge pourrait réduire ma peine. Nous sommes de la même famille, après tout. Les liens du sang sont sacrés. Je t'en prie, Camille. Je ne suis pas fait pour cet endroit. » J'ai baissé la lettre. Il n'avait pas changé. Même dans une cellule en béton, dépouillé de ses cravates en soie et de sa Mercedes, Richard restait le même homme. Il ne s'excusait pas d'avoir envoyé des hommes armés chez moi. Il ne me demandait pas comment j'allais. Il voulait juste obtenir quelque chose de moi, exactement comme il l'avait toujours fait. Il avait raison sur un point. Les liens du sang sont sacrés. Mais il utilisait la mauvaise citation. Le proverbe complet dit, le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. Les liens que nous choisissons sont plus forts que ceux avec lesquels nous naissons. J'ai regardé le grand foyer en pierre dans le jardin. Les braises de la soirée de la veille étaient encore chaudes. J'ai laissé tomber la lettre dessus. Les bords se sont recroquevillés, ont noirci, puis ont pris feu. L'encre a disparu en fumée. J'ai regardé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que des cendres emportées par le vent de la montagne. Et, Doc, a appelé une voix de l'intérieur de la maison. Les crêpes sont en train de brûler. Je me suis retournée et je suis rentrée. La cuisine était pleine. Il y avait Mathieu, un ancien infirmier commando de la marine avec son chien d'assistance, Radar, qui le suivait partout. Il y avait Juliette, un médecin de l'armée de terre qui avait fait 4 missions extérieures et en était revenue avec un tressaillement dont elle n'arrivait pas à se débarrasser, actuellement en pleine dispute avec la poêle à crêpes. Il y avait Malo, un ancien légionnaire breton très silencieux, mais dont les yeux commençaient enfin à perdre ce regard vide des 1000 mètres. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée. Personne n'a salué.
Nous ne faisions pas de salut militaire ici. Nous faisions des hochements de tête, des blagues nulles, et des crêpes légèrement brûlées parce que Juliette finissait toujours par se laisser distraire en racontant des histoires. Bien dormi, Doc, a demandé Mathieu en versant du café dans une tasse ébréchée. Malo a pêché une truite ce matin. Il demande si on peut l'ajouter au petit déjeuner. Une truite au petit déjeuner, s'est exclamée Juliette en faisant sauter une crêpe. C'est un crime de guerre. C'est toi le crime de guerre, a répliqué Malo, et toute la table a éclaté de rire. Je me suis assise parmi eux. Ils ne partageaient pas mon nom de famille. Ils ne connaissaient rien de la fortune maritime des de Valois ou de l'hôtel particulier sur les quais de Bordeaux. Ils connaissaient la cicatrice sur ma mâchoire. Ils savaient pourquoi je gardais une trousse de secours sous chaque table. Ils connaissaient le poids des choses que nous portions. Pas dans nos mains, mais dans nos têtes. C'était ce que grand-mère Marguerite avait voulu. Pas un complexe hôtelier, pas un projet de développement immobilier. Un endroit où ceux qui étaient brisés pouvaient venir pour se reconstruire. Un sanctuaire avec une terrasse, une vue, et une porte toujours ouverte. La ferme s'appelait désormais le refuge des Crêtes. Nous ne faisions pas payer l'entrée. Nous n'avions pas d'investisseurs. Le projet était financé par mes économies, une subvention du ministère, et un don anonyme de l'amiral Blanc, qui avait déclaré que c'était le meilleur usage de l'argent public qu'il ait approuvé en 30 ans. Alors, ai-je dit en regardant la tablée. Qui m'aide à construire le nouveau foyer extérieur aujourd'hui? Je crois qu'on en a besoin d'un plus grand, pour avoir de la place pour tout le monde. J'en suis, a dit Mathieu. Passe-moi une pelle, a ajouté Juliette. Toujours prêt, a conclu Malo. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine en direction des montagnes. La brume se dissipait et les sommets rougeoyaient sous le soleil matinal. Quelque part à Paris, Richard de Valois était assis dans une cellule, se demandant où il avait bien pu échouer. Quelque part à Bordeaux, mes parents étaient assis dans une maison silencieuse, se demandant qui était vraiment leur fille. Et ici, dans le Massif central, entouré de personnes qui avaient gagné leur place à cette table avec quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, j'étais enfin chez moi. Ma grand-mère m'a dit un jour que les montagnes se fichent de savoir qui vous êtes. Elles se fichent de votre nom, de votre compte en banque, ou de l'opinion que votre famille a de vous. Elles ne s'intéressent qu'à une chose, savoir si vous êtes assez fort pour les gravir. Je crois qu'elle avait tort sur un seul point. Les montagnes ne se contentent pas de tester votre force. Elles la révèlent. Elles effacent le bruit et le superficiel pour vous montrer qui vous êtes vraiment quand personne ne regarde. J'ai pris une gorgée de café. Ça avait le goût de la paix.